suis très heureux de pouvoir faire cette intervention aujourd'hui. Effectivement, je suis chercheur à l'école des ponts. Ma participation aujourd'hui au webinaire Hebdo, elle est liée au fait que je suis venu en Amérique du Nord au mois de novembre à l'invitation du Rich Earth Institute qui est dans le Vermont pour un sommet qui s'appelle le Rich Earth Summit. Et j'en ai profité pour venir aussi au Québec et essayer de nouer des relations autour de ces questions de séparation à la source. Donc je suis ravi de pouvoir prolonger les échanges grâce à ce webinaire. Et pour complète information également, j'ai deux nationalités. Je suis français et je suis aussi canadien d'une mère gaspésienne. Donc, je suis toujours très heureux aussi de nouer des liens avec ma seconde patrie. Alors, préserver l'eau et valoriser les nutriments par la séparation à la source des excrétions humaines. Une présentation que je vous propose de faire en deux temps. D'abord, avoir une vision un peu historique sur la question des tensions qui se font lieu dans les questions d'assainissement, en particulier en France. Et puis ensuite, en deuxième temps, essayer de comprendre quelles sont les mutations envisageables pour l'assainissement, et en particulier dans un contexte de recherche de systèmes soutenables. Alors, si le sujet a connu une dynamique importante depuis 10 ans en France, c'est principalement à partir de 2012 que le sujet a eu un intérêt dans le cadre de l'agglomération parisienne qui est soumise à un effet ciseau. Alors cet effet ciseau, c'est celui que l'agglomération parisienne, elle croît, en particulier avec le projet politique du Grand Paris. Donc il y a de plus en plus d'habitants dans l'agglomération et c'est soutenu politiquement. Ce qui induit, d'un point de vue de la gestion des eaux usées, plus de rejets polluants dans l'eau. Et puis, Paris est sur la Seine, qui est un tout petit fleuve, même si ça ne se voit pas toujours quand on abaisse les barrages, comme sur la photo que vous voyez ici. C'était en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. On découvre que la Seine se traverse à pied l'été. Et avec le changement climatique, le débit de la Seine baisse, donc il y a de moins en moins de capacité de dilution des eaux usées, même traitées, dans la Seine. Alors, en 2012, nous n'étions pas en bon état sur la Seine et les perspectives étaient que ça empire malgré des traitements très poussés en station d'épuration. Et puis, le faisceau des contraintes de l'assainissement augmente avec des objectifs de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, y compris la gestion des eaux usées. Et puis récemment, on a des objectifs encore plus ambitieux de nager en Seine avec les Jeux Olympiques qui sont cet été. Alors, cela a induit en 2012, dans le cadre d'un groupe de travail sur l'assainissement, une certaine perception d'impasse technique pour résoudre l'ensemble de tous ces enjeux. Et ces réflexions ont abouti à l'émergence du programme de recherche que je coordonne aujourd'hui, le programme OCAPI, qui a été initialement soutenu par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAP, et qui s'est largement développé depuis. Alors, la première chose qui a été mise au jour dans la recherche qui a été menée, c'est de changer la perspective sur le problème de la gestion des eaux usées avec une focale sur l'azote, euh, en regardant que finalement les problèmes d'azote pour les questions de qualité de l'eau en rivière sont principalement dus au fait qu'il y a un besoin physiologique de s'alimenter en azote, hein. Les individus humains ont besoin de manger 3,4 kg d'azote par personne et par an. C'est environ 60 grammes de protéines par personne et par jour, qui est un besoin nécessaire. Et si on regarde la physiologie du corps humain, ben, on excrète 3,4 kg d'azote par personne et par an, symétriquement. On pèse aussi lourd à la fin de l'année qu'au début. Et cette excrétion, elle est principalement sous la forme d'urée dans les urines. Alors, dans ma thèse, je défends le fait que ben, les sociétés humaines doivent organiser des systèmes que je nomme alimentation-excrétion, c'est-à-dire une manière d'approvisionner en nourriture et de gérer les excrétions qui vont avec. Les modes de gestion des systèmes alimentation-excrétion sont extrêmement divers dans l'histoire de l'humanité. Et depuis l'avènement du tout à l'égout, il y a toujours eu énormément de voix pour défendre le fait que la gestion des excrétions humaines par le tout à l'égout était une gestion qui permettait très peu de circularité. En particulier, Victor Hugo, au XIXe siècle, écrit qu'un égout est un malentendu quand il gère les urines et matières fécales humaines. Alors, comment est-ce que fonctionne ce système aujourd'hui? On l'a quantifié sous la forme de flux d'azote de système alimentation-excrétion de l'agglomération parisienne, mais c'est une évaluation qui est assez similaire dans le cadre des sociétés industrielles en général.
Alors, on a un métabolisme urbain qui est lié à une consommation très élevée, 4,9 kg d'azote par personne et par an, ce qui correspond à 50% de plus que le besoin physiologique, qu'on retrouve évidemment dans les excrétions derrière. Et en amont, cette alimentation, elle est permise par une très grande quantité d'engrais de synthèse, 21 kg par personne et par an, qui représente finalement une efficacité du système agricole de 25% seulement. Et à l'aval, les excrétions vont en station d'épuration, dont on récupère des boues. En France, on déploie très majoritairement la dénitrification, donc les boues sont très pauvres en azote, l'azote part dans l'air, et on ne récupère que 0,2 kg d'azote, dont 5% quand on épand les boues comme dans l'agglomération parisienne, de l'azote qui était en entrée du système. Finalement, on a en amont une usine de synthèse d'urée par le procédé Haber-Bosch à partir de méthane fossile pour fabriquer des engrais de synthèse, et à l'aval, on a des usines qui finalement font la destruction de ce même urée par des procédés exactement inverses à partir de ressources fossiles également. Et puis, on a évidemment tout le long de la chaîne des pertes d'azote qui vont être sous forme d'ammoniac, de protoxyde d'azote, de nitrate dans l'air et dans l'eau. Alors, cet état de fait, il est très récent et en particulier en Europe, il y a eu énormément de valorisation des urines et matières fécales humaines au XIXe siècle. Mon collègue Emmanuel Adler a recensé 200 brevets déposés au XIXe siècle sur des méthodes de gestion des urines et matières fécales humaines, en particulier pour leur valorisation agricole. Et finalement, ce n'est que depuis le déploiement des engrais de synthèse et de l'utilisation massive de ressources fossiles, d'hydrocarbures en particulier, que se sont déployées d'autres pratiques de gestion des urines et matières fécales. Et en particulier, sur Paris, nous avons retracé le taux de recyclage de l'azote des excrétas de l'agglomération parisienne, qui sur le XXe siècle n'a fait que décroître, avec un taux de recyclage estimé à presque 50% au début du XXe siècle, et qui n'est plus que de 5% aujourd'hui. Alors, le tout à l'égout s'avère donc peu efficace en termes de gestion des nutriments. C'est aussi un investissement important qui a fait beaucoup monter les coûts de l'assainissement. Et dernières recherches que nous avons montrées ont aussi investigué la question sanitaire, car si on l'appelle assainissement, c'est parce qu'il y a aussi un enjeu sanitaire fort, en particulier dans la gestion des matières fécales qui peuvent véhiculer des pathogènes. Et la thèse de Paul Minier, qui a été soutenue en octobre dernier, montre que le tout à l'égout n'est pas non plus particulièrement performant sur les questions sanitaires, contrairement à ce qui est souvent avancé. Vous avez ici la courbe qui montre conjointement à la fois la mortalité liée au choléra à Paris et le déploiement du tout à l'égout. Donc ce graphique ne montre pas que le tout à l'égout n'est pas efficace, mais il montre en tout cas que ce n'est pas le tout à l'égout qui a induit la baisse du choléra dans Paris. Et on a souvent cette opinion qui est émise. Finalement, ce que tout à l'égout a produit, c'est un transfert de la gestion des pathogènes vers d'autres usagers de l'eau. L'eau potable en particulier, il y a énormément de traitements de l'eau potable qui sont nécessaires du fait de la contamination des rivières par des organismes pathogènes, la conchyliculture et puis la baignade. Donc en France, c'est trois enjeux très forts liés à la contamination des milieux aquatiques de surface. Finalement, on constate que tout à l'égout s'est déployé principalement pour une raison de confort. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'est pas possible finalement de fournir du confort tout en ayant des techniques qui soient potentiellement plus performantes que celles de l'éloignement des eaux usées par le tout à l'égout. Alors, c'est ce que nous étudions dans le programme Okapi, qui est un programme qui vise à une approche systémique de la question et très tournée vers l'action. Donc, on a des groupes de travail avec beaucoup d'acteurs publics, des collectivités locales en particulier, pour essayer d'articuler notre recherche avec l'action publique. Et c'est un programme très interdisciplinaire avec 5 axes de recherche, un sur les métabolismes, sur l'agriculture, sur la santé, sur les dynamiques sociales et sur les démonstrateurs. Comme ça a été dit en introduction, nous avons énormément de disciplines mobilisées pour essayer de penser conjointement l'ensemble de ces enjeux dans les transitions possibles des systèmes de gestion des excrétions humaines. Le programme s'est aussi enrichi d'un très grand nombre de partenariats ces dernières années. Alors, je vais donc maintenant donner quelques enseignements, mais très brefs, de la recherche que nous avons menée depuis 10 ans. La première question, quand on essaie de voir comment on peut avoir une circularité dans la gestion des excrétions humaines, c'est de penser qu'on puisse conserver les infrastructures existantes et aller vers la sécularité, en particulier dans la station d'épuration. Le problème, c'est que la très forte dilution avec le mélange des eaux ménagères, voire des eaux pluviales, induit une très grande difficulté à capter ces ressources à l'aval. La thèse de Mathilde Besson, soutenue en 2020,
ne montrent pas de possibilité d'aller beaucoup plus au-delà que 30% de recyclage de l'azote avec les meilleures technologies disponibles dans les stations de traitement des eaux usées, avec également un faible recyclage des autres nutriments, potassium ou autres micronutriments. Il y a bien sûr aussi le problème structurel des déversoirs d'orage dans les systèmes où les réseaux sont unitaires, comme c'est beaucoup le cas dans les centres urbains historiques français. Et puis enfin, la réutilisation des eaux usées traitées, qui est une voie qui se développe, en particulier depuis la sécheresse de 2022 que nous avons connue en France. Son application reste toutefois limitée. L'analyse de cycle de vie montre qu'en dehors des zones qui sont en bord de mer où les rejets d'eau se font directement dans l'eau salée, l'ACV est plutôt défavorable à installer des réutilisations des eaux usées traitées et pas nécessairement compatible avec le besoin en eau et en nutriments des plantes pendant les saisons défavorables de l'automne et de l'hiver. En outre, on assiste globalement à une certaine fuite en avant curative dans la gestion des eaux usées depuis des décennies, c'est-à-dire que initialement les stations d'épuration étaient inexistantes avec rejet directement vers le milieu naturel, puis on a voulu traiter le carbone, ensuite on a découvert le problème environnemental de la présence d'azote réduit qu'on a traité, puis d'azote oxydé qu'on a traité aussi par dénitrification, puis du phosphore, et on voit enfler les traitements curatifs au bout du tuyau sous la forme des nouveaux problèmes qui sont posés aujourd'hui, comme les émissions de protoxyde d'azote, la microbiologie, les micropolluants, etc. C'est ainsi que d'autres voies sont apparues ou réapparues de penser la possibilité de gérer les différentes fractions de ce qui constitue aujourd'hui les eaux usées différemment selon les compositions. Et quand on regarde aujourd'hui les volumes en jeu, on a environ 150 litres d'eau par personne par jour qui sont consommés, mais qui diluent très fortement un et quelques litres d'urine et un tout petit volume de matière fécale, alors que sur le paramètre principal qui est l'azote, on a 80% de cet azote qui vient de l'urine, 10% des matières fécales et finalement très peu d'azote présent dans les eaux ménagères. En outre, l'analyse de cycle de vie que nous avons menée sur la valorisation des urines humaines sous la forme d'urinofertilisants a montré un gain environnemental très fort sur la très grande majorité des indicateurs quand on utilise cette urine humaine pour fertiliser du blé plutôt que fertiliser ce blé avec de l'engrais de synthèse et le dénitrifier en station de traitement des eaux usées. Alors, il existe un très grand nombre de configurations possibles à partir du moment où on envisage de gérer autrement ces trois flux, eau ménagère, usée, urine et matière fécale. Et en dehors du tout à l'égout, ben, on peut donc soit séparer urine et matière fécale ensemble, soit simplement urine, soit simplement matière fécale, soit urine d'un côté, matière fécale de l'autre et eau de l'autre, avec à chaque fois des toilettes ou des systèmes qui vont être avec eau ou sans eau. Finalement, il y a une très grande diversité des systèmes et dans le temps qui m'est imparti, je vais me concentrer surtout sur les systèmes de séparation à la source de l'urine, car ils connaissent un très fort développement en France aujourd'hui. Et comme l'urine concentre la majorité des nutriments, beaucoup de projets s'intéressent à la valorisation de cette fraction, qui est un engrais agricole d'intérêt. Alors, en Europe, la séparation de l'urine a réémergé principalement en Scandinavie et en Suède dans les années 90 avec des écovillages qui se sont équipés de toilettes à séparation d'urine et qui ont développé des systèmes très prosaïques avec simple collecte par tuyau vers des cubes, une vidange ensuite par un agriculteur et un épandage d'urine simplement stocké. Alors cet épandage, il est encadré par l'Organisation mondiale de la santé dans les recommandations de 2012 qui considère que le simple stockage est suffisant d'un point de vue sanitaire, car il y a une hygiénisation de l'urine lors de son stockage pour permettre son épandage agricole sans autre forme que le stockage préalablement, avec bien sûr des vigilances sur la volatilisation. On voit ici un épandage avec des pendillards. Alors ces pratiques, elles sont restées à petite échelle, mais elles se sont diffusées dans l'Europe principalement scandinave et germanique dans les années 90 et 2000, avec un certain nombre de projets de réalisation et beaucoup de recherches aussi autour de ces thématiques. En France, la question de l'assainissement alternatif au l'assainissement conventionnel a été beaucoup portée par un réseau qui s'appelle le réseau de l'assainissement écologique dans les années 90 et 2000, très tourné initialement autour de la toilette sèche et d'une mobilisation citoyenne importante autour de toilettes sèches chez le particulier. Et cette thématique s'est ensuite beaucoup développée. D'ailleurs, le réseau de l'assainissement écologique est devenu un réseau beaucoup plus grand aujourd'hui et qui fédère énormément d'acteurs beaucoup d'entreprises, mais aussi des associations, des collectivités autour, et des instituts de recherche autour de la question des alternatives à l'assainissement conventionnel. En France, c'est beaucoup en Île-de-France, donc cette question, comme je l'ai mentionné, a rencontré l'intérêt d'acteurs et le programme Okapi s'est développé depuis 2015 sur cette question jusqu'à devenir un centre de ressources national sur la question de la séparation à la source.
Et ensuite, en 2018, l'Agence de l'eau Seine-Normandie a voté une subvention de 80% pour tout projet qui mettrait en œuvre une collecte sélective des urines et ou des matières fécales pour la valorisation agricole, ce qui a fortement renforcé la dynamique sur le territoire, particulièrement du bassin de la Seine. Et il y a deux projets phares qui ont émergé depuis, parmi tout un tas d'autres projets. Le premier, c'est l'opération Saint-Vincent-de-Paul à Paris, dans le 14e arrondissement, qui est actuellement en construction. Et il s'agit du premier quartier urbain avec séparation à la source de l'urine. Donc là, il y a 1500 personnes pour lesquelles un système de collecte d'urine à l'échelle du quartier est en construction pour produire de l'engrais concentré dans le quartier. Et puis en ce moment, il y a une étude qui est réalisée sur le plateau de Saclay, c'est au sud de l'agglomération parisienne. Et cette étude, elle évalue la possibilité de collecter l'urine pour 20 000 personnes sur les nouvelles constructions de ce plateau de Saclay, qui est une zone de développement du sud de l'agglomération parisienne. Alors, ce déploiement, on le recense avec des cartographies qui sont en ligne et en particulier depuis un mois, on a mis en ligne un panorama des projets qui s'appelle Toilettes fertiles que que je vous invite à consulter si vous voulez voir la diversité de tous les projets qui se montent actuellement en France sur cette thématique. On a une très grande diversité de filières, en fait, dépendantes des configurations territoriales. Alors, rien que sur les toilettes, la première interface, pour des questions d'urine, il y a des urinoirs secs masculins qui se développent beaucoup, des urinoirs secs féminins également. Il y en a eu trois qui ont été inventés conjointement ces dernières années par différents organismes. Et puis, différents modèles de toilettes à séparation d'urine qui vont être soit secs, soit à chasse d'eau, qui sont disponibles et de plus en plus déployés ces derniers temps. On constate aussi qu'il y a une diversité des filières de traitement. Un des projets que nous avons mené, le projet AgroCapi, a étudié une dizaine d'urinofertilisants différents, donc les matières fertilisantes qu'on peut faire à partir de l'urine. Ici, je montre deux urinofertilisants qui ont été développés par la recherche publique suisse et suédoise depuis les années 2000. En haut, c'est un procédé de concentration développé par Léa Vague qui aboutit à un produit liquide, et en bas, un produit aboutissant à un produit solide d'urinofertilisant. Parce qu'on constate que dans un certain nombre de configurations à forte densité urbaine, pour des raisons de praticité d'épandage, la concentration de l'urine est plébiscitée par un certain nombre d'acteurs. Alors, il y a une autre initiative qui est juste à côté du Québec, que j'ai eu le plaisir de visiter au mois de novembre, celle du Rich Earth Institute, qui a organisé, à notre connaissance, la première filière, le premier point d'apport volontaire au monde d'urine, c'est-à-dire une zone où les citoyens peuvent apporter leur urine et avec donc des cubes de stockage chez les particuliers et un système de logistique de collecte d'urine pour les agriculteurs. Et ils développent actuellement un procédé de concentration de l'urine par congélation et vous aurez dans 2 semaines l'occasion d'entendre Abraham Noé Hayes présenter les recherches qui sont menées dans cet institut. Le programme Okapi met énormément de ressources à disposition de tous les acteurs qui souhaitent s'emparer de ce sujet. Donc, je vous invite à consulter notre site internet à cet effet. Vous y trouverez entre autres une brochure sur le sujet, produite par un groupe de travail Arceau Île-de-France sur la séparation à la source, qui réunit chercheurs et collectivités locales pour le déploiement du sujet. Nous avons en particulier la ville de Paris, la ville de Lyon qui sont très mobilisées sur le sujet, et un certain nombre d'autres collectivités aussi, comme celle d'Angers, de Bordeaux, de Toulouse ou de La Rochelle, qui sont impliqués sur les questions de séparation à la source. Nous avons aussi en ligne des ateliers collectifs que nous animons pour les acteurs d'un territoire qui souhaitent s'approprier la séparation à la source, car chaque finalement filière à inventer est spécifique au territoire et aux acteurs en présence. Donc le jeu vise à permettre l'appropriation selon les territoires. Et puis nous avons des plaquettes éditées dans le cadre du projet AgroCapi destinées plutôt au monde agricole, sur tous les urinofertilisants qu'on peut produire et les fiches pratiques pour leur utilisation en agriculture. Le projet En Ville, qui est un projet d'initiative citoyenne de point d'apport volontaire d'urine, qui s'est développé tout récemment en France aussi, avec l'inspiration du Richard Institute dans le Vermont. Un projet café qui est en cours qui vise à automatiser les calculs de localisation des gisements d'urine et matière fécale et des types de projets, de filières qui peuvent être mises en œuvre selon les territoires. Et puis enfin, un certain nombre de notes que nous avons produites, notes sur les façons d'installer et de gérer des systèmes de collecte d'urine, notes sur les réglementations applicables, bon, là c'est pour le cadre français, une note sur les micropolluants, etc., dont on peut discuter après ces différents sujets si vous avez des questions spécifiques. Alors, nous avons publié il y a 2 ans un article sur les freins et leviers au déploiement de la séparation à la source. Ce que nous montrons, c'est qu'il y a principalement une méconnaissance du sujet.
C'est le premier frein. On ne connaît pas la possibilité de faire autrement pour gérer urine et ou matière fécale. Et évidemment, un coût organisationnel et d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut apprendre ces nouvelles techniques et puis organiser ces filières qui nécessitent une rencontre entre des acteurs urbains et des acteurs agricoles qui ne se fait pas spontanément parce que les pratiques ne sont pas dominantes aujourd'hui. C'est un changement majeur et qui donc, comme dans un très grand nombre de techniques, subit un verrouillage socio-technique très fort autour de l'organisation actuelle. Pour autant, il y a un certain nombre de réponses qui permettent de lever ces freins. Et on constate qu'en France, en particulier, l'implication de la puissance publique a été forte. J'ai mentionné l'agence de l'eau, il y a aussi l'ADEME, l'agence de l'environnement, de la transition écologique, qui est très fortement impliquée sur le sujet également. L'importance aussi de la démonstration. Les projets qui existent en France, en fait, sont aussi démonstrateurs et favorisent le déploiement et la réplication des initiatives ailleurs. Et puis, il y a une nécessité de trouver des alignements d'acteurs pour favoriser l'émergence des projets et des intérêts à agir qui peuvent être très variés. J'ai mentionné le cas de l'agglomération parisienne qui souffrait d'un problème de population en fonction du débit de la rivière, mais ces intérêts à agir vont être très variés selon des difficultés d'approvisionnement en eau potable, des stations d'épuration qui sont vieillissantes ou qui sont à refaire, et l'opportunité d'étudier d'autres voies de développement, des contextes insulaires aussi qui peuvent être particulièrement adaptés, ou des filières locales de besoin de nutriments. En conclusion, nous avons montré dans le programme Okapi la cohérence d'ensemble d'une transformation des systèmes alimentation-excrétion, c'est-à-dire à la fois au niveau de la gestion des excrétions humaines, mais aussi dans les pratiques agricoles conjointes, et la possibilité d'une résilience accrue des systèmes par une valorisation locale et circulaire des nutriments des excrétions humaines pour permettre une gestion soutenable de l'eau et des nutriments. Les filières sont à adapter à chaque configuration territoriale en fonction des caractéristiques urbaines et agricoles d'un territoire. On assiste aujourd'hui à un décollage en Europe. Je n'ai pas mentionné le fait qu'en Allemagne, en Suède, en Suisse, il y a de très forts développements qui continuent sur ces thématiques-là et plusieurs réseaux qui émergent. Je pense en particulier au réseau Netsan en Allemagne, au réseau Valou en Suisse, symétrique du réseau de l'assainissement écologique en France, et qui fédère de plus en plus d'acteurs autour du déploiement de ces pratiques. La question, évidemment, c'est de savoir si le décollage de ces pratiques est également imminent au Québec. Il me semble qu'effectivement, les configurations territoriales, typiquement du Saint-Laurent et de son débit, ne sont pas du tout dans la situation de Paris-sur-la-Seine en termes de population sur le débit. En revanche, il y a tout un tas de configurations, et je pense en particulier aux lacs, qui sont très nombreux au Québec, et qui font que les contaminations par les urines et ou les matières fécales des masses d'eau peuvent rencontrer une sensibilité forte au Québec et un intérêt important pour des questions environnementales, bien sûr, mais aussi pour des questions économiques et de mise à disposition d'engrais de façon circulaire et à partir de ressources renouvelables. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation et je suis disponible et très heureux de prolonger les échanges maintenant si vous avez des questions.